vous rencontrer. Allez à la rencontre de vous-même. Je suis Céline Doré, facilitatrice du devenir mère. Devenir mère, c'est pour moi un incroyable voyage, qui commence dès les premiers questionnements sur votre désir d'enfant et s'étend jusqu'au repositionnement successif de votre identité de maman au fur et à mesure que vos enfants grandissent. Je vous accompagne dans ces traversées avec les outils de la Gestalt thérapie, du coaching somatique et avec qui je suis. Je vous guide pour vous retrouver, discerner votre vérité et l'incarner au quotidien. Prête ? Bonjour, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec la deuxième invitée du podcast, Victoria. Bienvenue Victoria. Bonjour Céline, merci. Alors Victoria, tu es la fondatrice de Chez June, un superbe studio de yoga à Nantes, et également de June Chez Vous, une plateforme de yoga en ligne. Tu es professeure de yoga Vinyasa, de yoga pré- et postnatal. Est-ce que j'ai tout dit ? Est-ce que tu voudrais compléter par autre chose ? Non, c'est déjà pas mal. C'est mon CV professionnel parfaitement énoncé. Ok, super. Alors, je t'ai invitée aujourd'hui sur le podcast car ton propre parcours de maternité t'a conduit à créer Mamamooz, qui est donc un programme sur ta plateforme de yoga en ligne dédié aux futures mamans et aux jeunes mamans. Et donc, j'aurais eu envie de comprendre dans ce podcast quelle était toi ta vision de la préparation à l'accouchement et au postpartum. Et parce que j'imagine que c'est forcément lié à ton histoire personnelle, je voulais déjà pour commencer te demander où tu en étais aujourd'hui de ton chemin de maternité. Alors, comme tu le sais, du coup, j'ai aujourd'hui un petit garçon de 11 mois. Et mon chemin de maternité, du coup, il a commencé pour moi au moment où on a désiré un enfant avec mon conjoint. Donc, c'était il y a 4-5 ans. Et le désir est venu à ce moment-là. C'était pas forcément quelque chose que j'avais avant ça. C'est vraiment ma relation avec mon amoureux qui a créé cette envie. Et ce chemin n'a pas été évident parce que du coup, tu vois, au niveau des délais, on a mis 3 ans et demi avant qu'on ait une grossesse qui arrive à terme. Il y a eu quelques fausses couches et une PMA. Et finalement, Mathis est né d'une grossesse naturelle entre deux FIV, en fait. C'est souvent, j'entends beaucoup d'histoires comme ça. Il y a peut-être que le mental a un moment à lâcher parce que l'autre FIV était prévue et ça a fonctionné de manière naturelle. Et du coup, ça fait 11 mois que je suis sur mon chemin du coup de nouvelle maman. Et c'est un chemin qui se nourrit tous les jours. Et c'est un nouveau rôle du coup complètement que j'essaye d'appréhender et dont je lis les lignes au jour le jour parce que quand c'est un premier enfant et que c'était pas moi une destinée depuis si longtemps dans ma perception de ma vie de femme, on va dire ça comme ça, je trouve que ouais, j'apprends tous les jours à ses côtés et à devenir une maman et je pense que ça va durer encore longtemps comme ça. Et c'est un rôle que je vais continuer d'apprendre au fur et à mesure de son évolution et de sa croissance, quoi. Ok. Donc j'entends que tu es maman de Mathis depuis 11 mois, mais que ton chemin de maternité a été riche déjà avant, a été mouvementé peut-être aussi, on pourrait le dire comme ça. Moi j'aime bien dire que devenir mère, c'est vraiment un processus, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui se fait instantanément le jour où tu croises le regard de ton enfant qui vient de sortir de ton ventre et pouf, tu deviens maman. Peut-être, sans doute, certaines femmes le vivent comme ça, mais je crois que c'est pas notre réalité à toutes. Comment cette idée résonne pour toi ? Est-ce que justement dans le parcours avant qui t'a conduit à devenir maman, est-ce que tu as senti qu'il y avait des étapes qui t'ont rapproché de cette nouvelle identité ? Comment tu l'as perçue toi ? Ouais,
totalement d'accord avec toi que ce rôle, comme je te le disais, moi j'ai l'impression qu'il se construit encore tous les jours à ses côtés et que ça va continuer de se construire encore jusqu'à, je sais pas, jusqu'à quel âge ça va, mais sans doute jusqu'à la fin. C'est ça. Parce que avec les âges, tu as tes besoins, je pense des relations qui évoluent. Donc je pense que c'est en perpétuelle évolution. Complètement. Après, ce désir, il naît forcément, enfin, il commence forcément avant. Et je pense que le fait d'avoir eu ce parcours qui n'a pas été tout lisse au niveau de la grossesse, ça m'a aussi permis de me rendre compte que je voulais vraiment un enfant, de me donner cette conscience-là. Parce que c'est vrai qu'au début, quand on se pose pas trop la question et qu'on se dit juste on veut un enfant, on peut croire que ça va arriver assez rapidement et que c'est un peu quelque chose d'inné et de naturel et de facile, alors que ça l'est pas forcément. Et le fait d'avoir traversé un peu toutes ces étapes, ça m'a, je trouve, permis d'avoir un vrai sentiment de gratitude envers la naissance de cet enfant et d'en profiter encore plus au jour le jour parce que c'est... C'est dingue, au bout de... J'ai toujours cette émotion qui remonte. C'est lié à quoi? En vrai, c'est juste vraiment un sentiment de gratitude sur le fait que ce soit arrivé. Et aussi parce que ça fait 5 jours que je ne l'ai pas vu, je pense. Désolée. Du coup, je disais quoi? Ok. Tu disais que justement, ce chemin un petit peu mouvementé pour devenir maman t'avait permis de ressentir cette gratitude. Et du coup, oui, que je profitais. Et du coup, que ça m'a permis de me rendre compte de la chance, en fait, d'arriver au bout de ce désir d'enfant qui est pas forcément dû à tout le monde. Et du coup, ça m'a permis de réaliser que c'est extraordinaire et du coup, j'en profite, je pense, d'autant plus. Cette gratitude, elle est vraiment puissante là. Elle t'aime beaucoup. Ok. Donc, avec ce parcours, j'imagine que quand tu es tombée enceinte de Mathis, ça a dû être beaucoup d'émotions aussi, vu que tu étais en parcours médicalisé et puis que c'est venu finalement naturellement, vu que tu avais déjà vécu malheureusement une fausse couche, peut-être qu'au début c'était un peu anxiogène. Comment ça s'est passé pour toi? Ouais, alors du coup, les premiers mois, j'ai voulu vachement le taire parce que avec les 4 fausses couches, beaucoup de déceptions. Donc, le seuil un peu fatidique des 3 mois, j'essayais de me dire te projette pas, parce que si ça tombe encore à l'eau, c'est encore, je trouve, une épreuve à surmonter. Donc, du coup, j'ai eu, avec le recul, l'impression d'avoir une grossesse courte parce que un peu
essayé d'être dans le déni sur les 3 premiers mois pour être sûre que cette grossesse soit plus confirmée, même s'il y a encore des étapes jusqu'à la fin, hein, pour être sûre que tout va bien. Mais du coup, être super précautionneuse sur ne pas se projeter trop vite et ne pas... Du coup, la grossesse a été difficile à ancrer au début. D'où aussi ma pratique de méditation, de respiration qui a été hyper importante à ce moment-là pour ne pas laisser mon mental m'éparpiller et me stresser sur ça peut ne pas arriver. Enfin, c'était vraiment essayer de vivre le jour sans me projeter et sans non plus voir tout ce qui s'est passé avant. C'était essayer de faire au mieux pour que ça marche. Et si ça marche pas, on était préparés. Et voilà. Et du coup, quand les 3 mois sont passés, j'ai eu besoin vraiment pour le coup d'en parler vraiment, de l'ancrer un peu plus dans ma vie et dans mon entourage pour la vivre un peu plus pleinement. Ok. Ouais, il y a eu 2 phases, quoi. Une phase très angoissante où du coup tu utilisais le pouvoir du moment présent pour te sécuriser, te ramener au calme, et puis après une phase où là tu pouvais en parler au monde et tu as cherché à plus habiter cette grossesse. Ouais, complètement, parce que c'est quand même un truc incroyable de porter un autre être humain et de construire un être humain en soi. Donc c'était un moment aussi que j'avais envie de vivre pleinement. Donc j'ai eu ce switch du coup qui s'est fait entre 3 et 5 mois et qui m'a permis ensuite de vraiment bien vivre la grossesse et pour pas avoir de regrets non plus derrière et de chérir un peu ces instants uniques et complètement fous, quoi. Ok. Et passé les 3 premiers mois, est-ce qu'il te restait des appréhensions, que ce soit concernant la grossesse, l'accouchement ou le postpartum, ou est-ce que vraiment tu as pu profiter pleinement Je pense que les appréhensions... alors, quand on est enceinte, on pense surtout à l'accouchement. Le postpartum, on arrête... Enfin, pour ma part, j'étais un peu focus sur l'accouchement et du coup, j'avais peut-être pas assez appréhendé le postpartum. Et du coup, je vivais pleinement la grossesse, mais bien sûr toujours avec cette appréhension de l'accouchement. Sachant que du coup, moi j'ai eu un accident il y a 10 ans où j'ai sauté dans une piscine. J'ai eu une fracture du coup d'une cervicale qui m'a rendue tétraplégique incomplète. Sur le coup, je ne pouvais pas marcher. Donc les médecins m'ont dit que je ne remarcherais pas. J'ai eu 8 mois en centre de rééducation et j'ai récupéré au fur et à mesure l'usage de mes jambes et les fonctionnalités de mes mains. Mais c'était pas gagné. Du coup, ces antécédents médicaux m'ont vachement questionné déjà sur le fait que mon corps accepte une grossesse et comment il allait le vivre. Il y a eu un peu ce point d'interrogation sur est-ce que enceinte avec un point d'équilibre qui va être différent, le ventre qui va nous pousser en avant, le poids qui va être pris, est-ce que je vais pouvoir marcher comme je le fais quand je ne suis pas enceinte, est-ce que je ne vais pas terminer ma grossesse en fauteuil roulant et revenir du coup un peu à cette période de ma vie où j'ai été en fauteuil roulant pendant quelques mois. Donc j'ai dû me préparer psychologiquement à ça parce que ça a été une période de ma vie hyper compliquée physiquement et mentalement, parce qu'il y a eu un long chemin d'acceptation qui a mis, je pense, quasiment 10 ans et qui n'est pas encore totalement abouti sur l'acceptation d'une diminution physique énorme à 25 ans. Et tout ça, du coup, a généré forcément un peu plus de stress et d'interrogation qu'une personne qui n'a pas d'antécédents à dire médicaux et physiques, je pense. Il y en a plein d'autres. Je ne diminue pas du tout les interrogations et les doutes qu'on peut avoir quant à l'accouchement, qui pour moi a été, et pour tout le monde, je pense,
un peu le saut dans l'inconnu quand c'est une première grossesse. Mais donc ça a généré un peu plus de questionnements et du coup moi de nécessité de préparation Oui. pour pouvoir accueillir cet enfant du mieux possible. Et du coup la façon que j'ai trouvée pour ça, c'était de faire une césarienne programmée parce que j'ai eu un gros trauma des opérations. Alors, ça peut paraître très paradoxal quand je dis ça, mais il y avait quelques réticences de la part des médecins sur le fait que la poussée allait peut-être être un peu compliquée due à la faiblesse que j'ai au niveau abdominal, transverse et tout. Donc il y avait un léger doute là-dessus. J'avais des expériences autour de moi, des connaissances, des amis qui étaient partis en césarienne code rouge et ça avait l'air d'être très traumatisant. Et du coup, ça me stressait de me dire je pars sur quelque chose qui potentiellement va peut-être débouler sur une césarienne d'urgence, qui va mettre en risque mon bébé, peut-être moi, et du coup, l'accueil de ce petit bébé, quoi, qui va être dans un contexte et une ambiance hyper anxiogène et du coup très médicalisée. Et psychologiquement, je ne savais pas comment j'allais le gérer parce que je suis sujette vraiment à des crises d'angoisse quand on est dans un contexte parfois d'hôpitaux, d'opérations, de choses comme ça. Et j'avais pas envie que ça se fasse comme ça. Donc le fait, en fait, de prévoir une opération, et donc ça paraît très paradoxal, mais de savoir où j'allais, ça m'a permis de m'y préparer mieux et de me dire qu'au moins ce sera un contexte apaisé, qu'on arrivera et on saura exactement ce qui va se dérouler. Et du coup, moi, ça m'a permis de me préparer. Je l'ai préparé non seulement avec mes pratiques perso, mais aussi avec une psychologue. Et ça a été un vrai travail. Et donc, même si ça a été une césarienne, j'ai été actrice du projet parce que c'était déjà décidé, réfléchi et préparé en amont, quoi. Ouais, c'est super important. C'était ton choix. Ouais. Et justement, on en a discuté un petit peu en off avant, j'aimerais bien que tu expliques quel a été ton cheminement pour faire ce choix, en quoi, comment dire ça, tu viens de parler de la psychologue aussi. Quel a été ton chemin intérieur pour te rendre compte que là, il y avait peut-être un trauma lié à toutes ces opérations, aux hôpitaux, et que la meilleure façon pour toi, finalement, de faire face à ce trauma, c'était de faire ce choix-là, quoi. C'était vraiment, comme je te l'ai dit là, c'était les expériences et les histoires que j'avais entendues de personnes proches ou pas, ou comme je le disais aussi dans des podcasts où il y a eu des accouchements un peu traumatisants qui ont commencé par une voie basse, qui ont terminé par une césarienne ou qui ont fini par une voie basse un peu cata et qui ont laissé des traces un peu psychologiques et stressantes pour pas mal de personnes. Et moi, j'avais envie vraiment de contrer ce trauma et ce stress et cette angoisse par quelque chose qui allait du coup être plutôt serein, ou dans lequel au moins il n'y aurait pas de risque en fait pour le bébé surtout. Où je savais qu'une césarienne, il y a quand même très peu de risques quand elle est programmée, et que ça allait me permettre de l'accueillir avec le plus d'apaisement possible. Et je mets des guillemets quand je dis ça parce que ça a quand même été un moment difficile pour moi, le fait d'être avec tous ces médecins, de savoir qu'on m'ouvrait le ventre, de sentir quand même un peu les gestes, parce que même si on est anesthésié, on sent quand même ce qui se passe. Donc j'ai dû vachement prendre sur moi et
Et mon mec était hyper présent et il a pu rester pendant tout le long, donc heureusement. Et à la fin, ils m'ont mis Mathis sur moi le temps de me refermer parce qu'ils voyaient que j'en avais besoin. Mais du coup, il y a eu cette connexion directe et on s'est apaisés tous les trois pendant le moment où il refermait. Et du coup, je pense qu'à ce moment-là, c'était pour moi la meilleure façon d'accueillir mon bébé que j'ai attendu quand même assez longtemps. Donc voilà, je pense que c'est vraiment le fait de ne pas vouloir prendre de risques inutiles et que ça provoque encore plus de stress pour moi. C'était la meilleure façon pour toi de te sentir en sécurité. Ouais, exactement. Et si je comprends bien, tu es tombée sur une équipe aussi compréhensive, à ton écoute, qui a pu s'adapter à ta situation particulière? Oui, complètement. Après, on avait bien travaillé notre projet de naissance. On l'avait transféré aux équipes en amont. Moi, j'étais revenue avec le jour J. Je l'avais bien relu avec toutes les personnes que j'ai croisées avant. Et franchement, l'équipe a été dingue, hyper à l'écoute et pas du tout à minimiser moi, mon émotion et mon stress. Et au contraire, à accepter. Au début, j'ai eu besoin, moi je suis très sensible à la musique, donc j'ai eu besoin d'avoir ma musique. J'avais préparé ma playlist avec mes chants qui m'apaisaient, les sons qui me motivaient aussi. Et il y avait un beau mélange de styles, mais qui me permettait de calmer un peu mes angoisses. Et du coup, ils ont été hyper réceptifs à toutes mes petites demandes et mes besoins pour limiter le stress, quoi. Donc ça, c'était vraiment, vraiment chouette pour le coup. Ouais, ça fait plaisir d'entendre un partage comme ça, où tu as pu vraiment, toi, prendre conscience de tous tes besoins, élaborer des réponses à ces besoins-là, et puis vraiment être accueilli par l'équipe médicale dans tes besoins, qu'ils soient respectés, et du coup que tu puisses vivre cette expérience au mieux, malgré le stress que ça ravivait chez toi, quoi. Ouais, complètement. Ok. Et du coup, est-ce que tu voudrais nous dire, parce que tu nous as expliqué qu'il y avait quand même de l'incertitude et des appréhensions quant à la grossesse elle-même, est-ce que tu allais pouvoir marcher pendant la grossesse et puis l'accouchement, quelle pratique, toi, tu as du coup mobilisée pour te sentir mieux dans cette période un petit peu complexe quand même? J'ai gardé toutes mes pratiques que je fais de manière hebdomadaire et quotidienne pour certaines, c'est-à-dire bien sûr le yoga que j'ai adapté au fur et à mesure bien sûr des semaines avec le corps qui changeait, le pilate qui m'a permis de soulager pas mal de maux, notamment au niveau du dos, qui m'a permis de travailler déjà le périnée, le transverse pendant toute la période prénatale et après on y reviendra, mais postnatale. La méditation, la respiration, comme je te le disais, à différents moments a été indispensable, notamment pour calmer les angoisses du début, ancrer la grossesse après. Et puis la respiration aussi dans le même but, mais aussi pour créer de l'espace au niveau du diaphragme, parce que forcément le bébé prend de la place et parfois on peut se sentir un peu à l'étroit et contrainte dans nos respirations. Donc c'était essayer de garder cette fluidité de souffle et je trouve que la respiration nous ramène toujours à l'instant présent. Donc toujours, je trouve que c'est l'outil le plus simple et le plus puissant qu'on peut mettre en place dans les moments de stress. Donc j'ai eu ces quatre pratiques qui sont mes pratiques habituelles et aussi je pratique la natation, la marche et un peu du vélo d'intérieur pour compléter tout ça. Donc tu avais envie de bouger dans ta grossesse, tu as gardé cette envie et ce besoin. Ouais, le mouvement par rapport à ce que je te disais juste avant, mon accident et tout, c'est clairement le mouvement et le yoga qui m'ont permis de récupérer comme j'ai récupéré. Les médecins n'y croyaient pas et vraiment le yoga
à améliorer ma condition de vie à un point où moi je l'aurais pas forcément imaginé et du coup je savais la puissance du mouvement et donc pour moi c'était comment on dit Un essentiel. ouais, j'allais dire quelque chose qu'on ah bah oui, mais je vais dire essentiel parce que je n'entends pas le mot que je voulais dire. Donc pour moi, le yoga, c'était un essentiel pour vivre cette grossesse, la soutenir et aussi adapter, en fait, appréhender les changements de mon corps et pouvoir les soutenir et accompagner mon corps au mieux parce que je savais les miracles qu'avaient fait ces pratiques-là avant et je me suis dit que si je les faisais pas, je pouvais arriver à un scénario plus compliqué pour moi et ça m'a permis aussi de soulager. À un moment, j'ai eu des douleurs de dos, une sciatique hyper douloureuse qui m'a quasiment immobilisée pendant 3 semaines. Mais petit à petit, je mettais du mouvement, même 2-3 minutes par jour. Et au fur et à mesure, j'ai pu augmenter ces mouvements, j'ai pu marcher un peu plus longtemps. Et j'ai réussi à faire passer la sciatique en 3 semaines à 7 mois de grossesse grâce au mouvement. Mais à prendre avec des pincettes en étant toujours très à l'écoute de mon corps parce que il faut bouger, mais dans la limite de ce qu'on est capable de faire. Il ne faut pas se dire on m'a dit de bouger donc je bouge quoi. C'est toujours teinté de nos sensations à nous et de comment on se sent et il ne faut jamais aller dans quelque chose de douloureux ou contraignant quoi. Et je crois comprendre en t'écoutant que tout au long de ton parcours, tu as noué justement cette relation avec ton corps, à la fois cette détermination probablement de repousser tes limites et en même temps cette conscience de ce dont tu es capable et de pas non plus aller trop loin. Et peut-être que c'est cette conscience corporelle qui a fait que pendant la grossesse, tu as pu ressentir de quoi tu avais besoin et quel mouvement était OK et quel n'était pas OK. Ouais, et surtout d'accepter de ralentir un peu. Parce que moi, dans mon tempérament et après, c'est ce qui m'a permis à un moment de ma vie de traverser quelque chose de compliqué, donc l'accident, de ce fait de me dire je dépasse mes limites et j'y vais et ça va marcher, on va avoir du résultat. Et là, c'était de garder la résultante de cette expérience qui était de me dire que le mouvement, la conscience du corps était primordial, mais là, je suis pas toute seule, j'ai un corps qui évolue et il faut quand même s'écouter et accepter que les mouvements soient adaptés, différents et à l'écoute du moment aussi où on les pratique. Par exemple, le matin ou le soir, enceinte, on n'a pas la même énergie, même pas enceinte d'ailleurs aussi, hein, mais ouais, d'être un peu plus à l'écoute et de se dire que si on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est OK et on n'est pas en compétition, on est là pour se faire du bien et soulager les tensions et vivre justement au mieux la grossesse de manière la plus heureuse possible, quoi. Avec le moins de contraintes, du coup, déjà physiques, quoi. Oui, donc même toi, avec ton mindset de sportive et de yogi, tu as ressenti ce besoin de ralentir et de t'écouter encore plus pendant que tu étais enceinte. Oui, complètement. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie alors de créer Mama Moves finalement? Eh ben, d'avoir un peu cette structure que du coup j'ai découverte au fur et à mesure de la grossesse. Mais sachant que, voilà, moi étant professeure de yoga, c'était une routine que j'avais mis naturellement en place. Mais je sais que quand on n'est pas forcément yogi, on peut y venir enceinte parce que c'est quelque chose qui est hyper recommandé par les sages-femmes, par les kinés, même par le corps médical et on sait tous les bienfaits que ça apporte pour vivre la grossesse et pour la préparation aussi à l'accouchement. Mais donc j'ai eu
sachant que j'ai ces outils autour de moi, c'est-à-dire le studio de yoga et la plateforme de yoga en ligne Zoom chez vous, pour moi, ça paraissait logique que ça suive aussi ma temporalité et que diffuser le yoga et le transmettre, pour moi, c'est quelque chose que je fais déjà depuis 7 ans et qui est un peu dans mon ADN et que je trouve que c'est tellement, comme la respiration, des outils qui sont précieux et finalement quand même assez faciles à mettre en place, que j'ai eu envie de le partager et de le diffuser. Donc j'ai filmé en fait mes cours de yoga, mes séances de yoga au fur et à mesure de ma grossesse. Et alors, paradoxalement, je l'ai fait dès le premier trimestre, pour le coup. Ok. Ouais. Et donc il y a une part de toi qui était quand même ouais, déjà ouais, dans le c'est ça, process dès ouais. le début. Ouais, tu vois, en te répondant, du coup, je dis ah ouais, tiens, quand même, j'avais quand même prévu que cette grossesse irait au Tu te bout. projetais quand même d'une certaine manière. Ouais, c'est ça. Après, pas au tout début, mais au moment un peu avant l'écho des 3 mois, quoi. Donc oui, c'était de filmer ces séances qui ont évolué du coup au fur et à mesure. Et pour moi, c'était important de proposer quelque chose que je vivais parce que j'avais en fait les sensations à l'instant T et le ventre qui poussait, donc les ajustements qui allaient avec dans les postures au fur et à mesure des semaines et des mois. Oui, là, tu pouvais le faire vraiment sur mesure puisque tu l'expérimentais toi-même dans ton corps. Exactement. Et donc, c'est tes propres besoins, tes propres sensations et tes propres besoins qui ont créé les séances. Oui. Et qui ont fait que naturellement, tu t'es dit, je vais les partager vu que c'est ton ADN. Exactement. Et après, naturellement, j'ai demandé au professeur avec qui je travaille sur la plateforme et au studio de compléter ce programme parce que j'ai pendant cette période-là, moi j'ai aussi fait du pilates, j'ai médité, j'ai respiré, mais c'est pas, pour le coup, c'est pas ma spécialité à guider. Donc j'ai fait appel à d'autres professeurs pour venir compléter le programme. Donc du coup du pilates avec une de mes professeurs qui s'appelle Jeanne et qui est prof de prof et formée en pilates pré et postnatal et qui m'avait suivie d'ailleurs, qui m'avait donné des cours particuliers de pilates pendant ma grossesse. Et qui ont du coup aussi tourné des séances, et comme ça on a construit ce programme du coup à quatre professeurs avec chacune un peu nos spécialités et nos complémentarités, donc du coup pour avoir quelque chose de global, de doux et de réfléchi avec mon équipe. 4 professeurs, 4 pratiques et finalement tous les outils qui toi t'ont soutenu. Exactement. Par la psychologue, ça évidemment, c'est pas dans un programme en ligne, mais, mais tous les outils qui t'ont soutenu toi-même dans ton propre chemin. Ouais, quoi. Exactement. Ok, super. Et je crois qu'il y a aussi un e-book dans Mamamove. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, du coup le e-book c'est un peu, moi je le voyais comme un support vraiment auquel on pouvait se référer à n'importe quel moment. Il est comme le programme, il est dans l'ordre chronologique des semestres, des semaines, des trimestres prénatal. Il y a une partie prénatale et une partie postnatale. Il regroupe pas mal de choses. Déjà les contenus vidéo auxquels se référer à quel moment. Des recettes, parce qu'il y a une grosse partie quand même de l'alimentation qui peut un peu changer quand on est enceinte. Surtout que moi j'ai eu un diabète gestationnel, donc j'ai dû faire vraiment attention à mon alimentation. Donc je m'y suis vraiment intéressée. Donc il y a une partie alimentation, il y a des rituels, des petites visualisations, il y a des parties de journaling du coup, donc il n'y a pas de psychologue, mais il y a des invitations à l'introspection qui nous permettent de prendre du recul sur cette période-là et peut-être d'envisager aussi l'accouchement, de poser un peu les choses à l'écrit et de les avoir aussi en papier si on imprime ou sur sa tablette ou peu importe, avec aussi des mémos parce qu'on a quand même un suivi enceinte qui est assez chronophage avec des choses à faire tous les mois,
tous les trimestres. Et donc, c'est un peu aussi de se mettre tout à l'écrit avec les petits mémos de ce qu'on doit faire, les échos, à quel moment, les semaines d'aménorrhée, les semaines de gestation, quelle est la différence, enfin, un peu tout, remettre un peu à plat tout le jargon, l'environnement et tout ce qui peut être nouveau enceinte et le décrypter. Et puis, ouais, d'avoir un peu un guide, mais un guide sympa, hein, pas un guide, pas un dictionnaire non plus du tout de la période, mais un guide avec des petits exercices, des petites choses, et aussi un peu une frise temporelle de la grossesse et du postpartum, et avec des tips, des recettes. Ah oui, vous incluez aussi le postpartum avec peut-être les complètement. étapes physiques Exactement, après. la rééducation, ce qu'il faut ou ce qu'il faut faire, à quelle semaine, enfin, les exercices qu'on peut faire tout de suite ou ceux pour lesquels il faut attendre, comment aussi anticiper un peu le postpartum pour que ce soit plus simple, et comment on peut mettre en place des petites choses peut-être en amont pour que derrière on soit libéré de certaines charges mentales pour être au plus proche de son bébé. Et voilà. Mais je sais plus combien de pages il fait, hein, mais je crois qu'il fait presque 50 pages le global, parce que du coup le programme il y a une partie prénatale et une partie postnatale, donc on peut les prendre séparément ou prendre la totalité. Donc voilà. Ça a l'air très Il complet. est assez en tout complet, cas. ouais. Et du coup, oui, en postnatal, il y a aussi des vidéos spécifiques pour adapter sa pratique de yoga ou de pilates, et puis peut-être aussi la respiration, la méditation, à cette période particulière. Ouais, complètement. Il y a une partie du coup qu'on peut faire dans le mois qui suit la naissance, et une partie qu'on peut faire plutôt après la rééducation périnéale et abdominale s'il y en a eu une. Mais du coup, ouais, les vidéos sont proposées vraiment de manière chronologique en fonction de la récupération et du temps qui s'est écoulé après l'accouchement. Okay, top. Avec des séances progressives et qui se construisent les unes sur les autres. Comme ça, la femme, la nouvelle maman peut piocher dans ce qui est adapté pour sa situation. Exactement. Et c'est des séances aussi qui sont un peu moins longues, parce qu'on sait que cette période-là, on a potentiellement un peu moins de temps qu'avant. Ah bon? Voilà, c'est un mythe, ça. Ok, bah merci de nous avoir partagé du coup tout ce que ça a créé finalement professionnellement, tout ce que tu as mis dans la matière et offert à tes clientes, à ton audience grâce à cette période, grâce à ce chemin personnel. Aujourd'hui, si tu devais justement regarder dans le rétroviseur et regarder cette période-là de ta grossesse, de ton accouchement, de ton postpartum immédiat, quel regard tu porterais dessus ? Alors, j'ai du mal à dire que je pourrais voir ça avec du recul, parce que j'ai l'impression d'être encore en postpartum. Oui, bah oui, c'est juste, c'est tout à fait juste. Ton fils est encore tout petit, ouais. Tu es encore en postpartum. Alors, je sais qu'il y en a pour qui ça va vachement vite et elles reprennent toute leur capacité physique et émotionnelle et psychologique très rapidement. Pour moi, c'est un process qui est, je pense, encore en cours. Mais je dirais que tout ce que j'ai fait avant, sans le savoir forcément, au niveau des mouvements, des temps d'ancrage et tout, m'ont énormément aidé pour le postpartum. C'est ce que je te disais en off aussi. C'est que vraiment ce qu'on met en place au niveau de la pratique, surtout yoga et pilates, physiquement, en prénatal, m'a énormément soutenue pour le postnatal, pour la récupération qui, avec une césarienne, a tendance à être peut-être un peu plus longue et un peu plus douloureuse. Et finalement, j'ai quand même repris assez rapidement. Et puis après, moi, c'est dans mon ADN aussi, et j'avais un énorme besoin de dérouler mon tapis assez rapidement. Mais de manière sécuritaire, et ça c'était important. Et du coup c'est ce recul que je peux avoir, c'est ça, c'est de se dire que ce qu'on met en place avant va soutenir vraiment l'après, je trouve.
Oui, et c'est intéressant, effectivement, tu me l'as partagé avant l'enregistrement. Tu n'avais pas forcément conscience quand tu faisais la pratique, mettons au 4e mois de grossesse, des impacts sur le postnatal. Tu l'as fait à l'intuition, tu as suivi tes besoins, tu as écouté ton corps, et finalement, a posteriori, tu te rends compte de tous les bienfaits. Et c'est ce que je m'en aperçois aussi pour ma prépa émancipée, où toutes les pratiques somatiques que je propose pour préparer l'accouchement, moi qui suis déjà maman, donc qui ai aussi ce recul de voir ce que c'est que le postpartum, je me dis, mais toutes ces pratiques, elles sont tellement utiles pour le postpartum et même pour notre vie de maman, même quand notre enfant grandit. Enfin, ça demande quand même un ancrage, une posture, d'élever un enfant, quoi. Ouais. D'être en relation avec un petit être en chemin qui, au début, n'a pas la gestion de ses émotions pleine et entière, donc l'accompagner dans tout ça. Par exemple, pour ne citer qu'un exemple, apprendre à accueillir nos propres émotions pendant la grossesse, c'est super utile pour l'accouchement, pour le postpartum et pour toute notre vie de maman, parce que accueillir nos émotions, c'est la base pour pouvoir ensuite accompagner notre enfant à accueillir ses propres émotions. Donc je suis convaincue de ça et je trouve que c'est beau de se dire que cette parenthèse de la grossesse, qui est effectivement un temps à part, où on peut ralentir, où on peut prendre un temps un petit peu hors de notre quotidien, hors de notre vie habituelle, et où on peut poser des intentions et mettre en place des choses différentes, nouvelles, et ça va être vraiment, tout ce temps, il va être super bien investi, parce que ça va nous porter bien plus longtemps que la grossesse, quoi. Complètement. Tu as très bien résumé ma prise de recul. Merci. Pour finir, Victoria, si tu devais passer un message aux futures mamans qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aurais envie de dire ? Du coup, je dirais qu'on a chacune notre propre chemin de maternité, nos propres besoins physiques et mentaux à tous les différents moments de la maternité, que ce soit avant d'accueillir notre bébé ou après, et que c'est pas qu'il faut pas se laisser, je trouve, envahir par les pressions extérieures qu'on peut ressentir ou subir, qu'il faut vraiment être à l'écoute de son corps et éviter de se comparer aussi avec les autres futures mamans ou nouvelles mamans et comment la récupération s'est faite ou comment la grossesse a été vécue, parce que chaque chemin est unique et on a toutes des sensibilités et des corps différents, et que d'être à l'écoute est hyper, je pense, la chose la plus importante pendant cette période très particulière, et je pense que c'est ça qui va permettre de vivre la maternité de la manière la plus juste possible, en essayant de prendre ce temps de conscience de soi dans toute sa globalité, quoi. Merci pour ce message, il me tient aussi beaucoup à cœur. J'étais d'ailleurs ravie de t'accueillir sur le podcast après avoir accueilli Chris, parce que vous avez eu 2 projets d'accouchement qu'on pourrait dire presque à l'opposé, entre un accouchement physiologique à domicile et puis une césarienne programmée. Voilà, on est dans 2 univers différents et il n'y a vraiment pas de comparaison à avoir. Je crois que ce qui est important, comme tu l'as exprimé, c'est que chacune puisse être liée à elle, connectée à elle, et en conscience de ses besoins, et puisse trouver les solutions pour répondre à ses besoins. Et en fait, c'est ça qui va faire que ça va bien se passer et que ça va être un accouchement bien vécu. C'est pas le type d'accouchement, c'est pas les conditions, c'est à quel point on va se sentir aligné, on va se sentir en sécurité, on va se sentir respectueuse de soi-même. Exactement. De qui on est et de ce dont on a besoin dans ce moment-là très important de notre vie. De trouver ce qui est juste pour soi à ce moment-là, sans prendre en compte ce qu'on peut nous dire de faire ou ce qu'on aimerait tendre, ce qu'on aimerait faire ou ce qu'on s'était dit qu'on ferait, mais finalement nos sensations ou notre corps fait que ce
qu'on avait espéré ne sera pas ce qu'on va faire et il faut aussi être conscient de ce qu'on peut faire. Oui, complètement. Parce que c'est très bien que tu le ramènes. Moi, c'est vrai que j'évolue dans un univers où il y a beaucoup d'accouchements physiologiques et parfois ça peut créer une pression pour les femmes qui ont envie d'avoir un accouchement physiologique, de se dire si ça marche pas comme je l'avais imaginé, ça sera un échec. Mais non. Ça, c'est vraiment terrible parce que on n'a pas envie de commencer notre vie de maman en nous se disant j'ai échoué. Pour moi, le chemin, c'est oui de connecter à ce qui est important pour nous, à nos envies, mais c'est aussi d'apprendre à accueillir tout ce qui se présente. Et pour toi, tu es un excellent exemple de résilience déjà par ton accident et j'imagine que ça a dû être très difficile sur le coup d'accueillir tout d'un coup cette diminution physique, comme tu l'as nommé, et en même temps, tu pouvais pas y échapper, tu as bien été obligé de faire avec, et du coup de trouver comment tu te réadaptes avec ce nouveau corps, avec ces nouvelles capacités, et de continuer à tendre vers ton objectif, bien sûr, mais avec ces nouvelles données, quoi. Et c'est un petit peu la même chose dans l'accouchement, c'est oui, on a un objectif, oui, on a une envie, mais on doit aussi faire avec ce qui est là, et on fait ce qui est le plus juste avec notre désir et aussi ce qui est là. Et qui sait, et on sait que pendant la grossesse, il y a plein de petites inconnues il y a plein de données inconnues qui viennent se greffer au fur et à mesure et qu'on n'a pas forcément prévues et qui peuvent aussi changer à partir du moment jusqu'à l'accouchement et qui peuvent changer complètement la vision et les capacités et les choses de la manière dans laquelle on va pouvoir les appréhender. Donc il faut en effet garder ce mindset un peu flexible où on se dit ce qu'on avait prévu là, c'est pas possible parce qu'il y a eu cette donnée-là qui est arrivée. Donc, il faut que je puisse pouvoir me réadapter pour réorienter le chemin et puis continuer à suivre mon chemin, même si c'était pas celui qui était prévu de base, quoi. Complètement. Écoute, Victoria, merci beaucoup pour ce récit de ton histoire de résilience à plus d'un titre. J'étais heureuse de pouvoir la recueillir à mon micro et je serais heureuse de la partager à toutes les femmes que ça va inspirer. Merci beaucoup Céline pour ton invitation. J'étais honorée de répondre à tes questions au sein de ton podcast. Super. Et puis je vous mets bien sûr en description de l'épisode le lien vers le programme Mama Moves dont vous a parlé Victoria et puis le lien vers Émancipée qui est ma prépa à moi sur les aspects émotionnels, identitaires et aussi avec le corps, avec des pratiques somatiques. Merci à tous et à bientôt.